pour les territoires. Voilà, alors, on va appeler Marie Tribou, qui est conseillère régionale du Grand Est, déléguée aux usages du numérique. Elle est aussi la secrétaire nationale Nouvelles Technologies et Numérique. Et puis Benoît Tabaka, qui est le directeur des relations institutionnelles et des politiques publiques à Google France, et qui est aussi ancien responsable des activités du Forum des droits sur l'Internet en matière de commerce électronique. Il a aussi dirigé les affaires juridiques et réglementaires de Price Minister. Donc, il connaît bien les problèmes de politique publique et également du numérique. Quand on parle numérique, il y a deux dimensions. Il y a bien sûr l'aménagement numérique du territoire, avec un enjeu aujourd'hui qui est comparable à ce qu'ont pu avoir les générations précédentes avec l'électrification ou avec les systèmes de distribution d'eau. Et puis il y a les usages qui sont ceux de la démocratie locale, que Marie Tribou va nous expliquer justement dans toutes ces dimensions enjeux numériques. Et puis on aura là encore un rapporteur avec des propositions qui sont celles de l'atelier, et c'est Frédéric Flayol qui va se charger de cela. Mais tout de suite, peut-être introduire cette question, introduire ce rapport. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui sont des rapporteurs et qui écoutent et notent tout ce qui se dit cet après-midi et qu'on pourra retrouver demain dans les propositions. Marie, je crois qu'il y a quelques images aussi à nous présenter. Tout à fait. On peut passer à la première. Donc, bonjour à toutes et à tous. Très heureuse d'être ici à Bordeaux sur ce sujet, effectivement, aussi en transition, en transformation des territoires. Donc, c'est une chance pour les territoires. Je pense que vous m'entendez. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais, Donc... Ouais. Voilà, donc comme vous l'avez dit, cher Jean, effectivement, j'ai résumé un petit peu cette synthèse en quoi le numérique peut être une chance pour les territoires en 3 grands chapitres. Il y a bien sûr le chapitre de l'aménagement numérique, on va dire tout ce qui est vraiment la technique, la fibre, les réseaux, etc., pour éviter la fracture territoriale. Deuxième volet, plutôt sur, effectivement, une fois qu'on a les réseaux, les tuyaux, c'est important d'avoir les usages qui se déploient, et ça, c'est quelque chose qui doit se faire en parallèle. Donc, je pourrais effectivement illustrer parfois avec mon expérience de la région, puisque je porte le projet de développer les usages du numérique. Pour le Grand Est. J'en profite pour saluer mon collègue David Valence, qui est vice-président de la région, parce que c'est un sujet donc en charge des transports éminemment transverse, le numérique, donc ça nécessite de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc il reconnaîtra sans doute la copie. Il y a une dizaine de conseillers régionaux radicaux dans le Grand Est, donc je ne vais pas tous les saluer, ceux qui sont dans la salle m'excuseront. Voilà. Et puis le troisième volet, c'est un peu ce qu'on entend, hein, le numérique Anjou-Démon. Le numérique peut être un formidable levier pour une chance pour les territoires, pour des défis de la transition écologique, des défis sociaux aussi. Donc ça sera le troisième point. Donc on va revenir sur le premier, c'était juste pour le plan. Donc forcément, pour comprendre quels sont les enjeux en fait du numérique dans les territoires, d'abord un petit zoom sur quelques données chiffrées. Donc, ce sont des données qui nous viennent des plateformes We Are Social et Outsuite, parce que effectivement, c'est les dernières données chiffrées de 2019 dans leur rapport digital. Donc voilà, forcément, vous le voyez aujourd'hui, le numérique est à portée de main avec les smartphones, donc il fait très très chaud. Mais si vous avez un peu d'énergie pour lever le bras, on va vous demander bien sûr un petit sondage qui a 1, 2, 3 smartphones dans la salle. Il y en a au moins un, voilà. Bon. Donc effectivement, vous faites bien partie des 99% des Français, puisque c'est les données France qui disposent d'un... C'est presque la même unanimité que sur les changements de statut au Parti radical. Hein. C'est ça, voilà. Donc c'est important de le dire, parce que si on explique pourquoi le numérique est un vecteur d'attractivité des territoires, on comprend mieux quand on voit cette population française largement équipée, qui aussi, j'imagine, comme vous, utilisent leur smartphone, pas que pour téléphoner, hein, pour aller sur Internet, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Vous voyez les chiffres.
58% utilisent maintenant le smartphone et je pense que ça s'accélère de plus en plus pour aller sur Internet et puis les réseaux sociaux, c'est 50%. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Comme vous êtes dans les 99%, ça signifie bien que vous, nous, radicaux, nous sommes bien dans cette société digitale. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons toutes et tous accompagner cette transition numérique dans les territoires. Et c'est vrai que chacun, à son niveau, en tant que citoyen ou en tant qu'élu, pouvoir effectivement accompagner l'aménagement numérique des territoires, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et qui correspond bien à nos valeurs pour que tous les territoires puissent en bénéficier. Vous le savez, je viens de le dire, demain plus qu'aujourd'hui, en fait, avant de s'installer ou de se déplacer quelque part, les citoyens, les entreprises, les artisans, ils font leur marketing territorial. Ils font un choix de se positionner là où la connectivité numérique est la meilleure. Et c'est vrai que, moi je l'ai entendu, il y a aussi tout ce qui est espace, télétravail. Et donc l'attractivité du territoire aujourd'hui passe par le numérique. Voilà, elle passe par le numérique. Donc quand on est un territoire, quand on est une ville ou un territoire plus urbain, c'est moins un problème. Quand on est dans une zone rurale, c'est quelque chose qu'il faut savoir accompagner. Donc c'est vrai qu'en France, on est effectivement très bien placé puisqu'on est au 5e rang pour les abonnés en matière de fibre. Pour autant, c'est un sujet sur lequel vous pouvez porter, accélérer. Pour la région Grand Est, en tout cas, ça a été une des priorités puisque ça a été très vite le plan très haut débit de la région à mettre en avant un budget de 1 milliard d'euros. Mais vous pouvez être à la table des négociations avec les réseaux d'initiatives publiques. J'essaye d'accélérer. Oui, avec une dimension qui je crois est sur la slide suivante, c'est tout ce qui est trait à l'inclusion sociale, comment on fait aussi dans ces politiques publiques, on évite ce qu'on appelle l'électronisme, qui est la version numérique de l'illettrisme. C'est effectivement le côté auquel il faut prendre garde pour pas que le numérique soit plus démoniaque angélique. Donc en fait, le deuxième volet, c'est effectivement les usages. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel c'est moins accompagné, on va dire, comme le plan très haut débit 2022 du gouvernement, où il y a quelque chose de très structuré. Là, c'est plus empirique. En général, moi, comme j'aime à le dire, c'est souvent un geek engagé. Ça peut être un citoyen en responsabilité politique, ça peut être un citoyen qui a envie de s'engager pour faire partager à la multitude son expérience et finalement faire que sa commune, et on connaît dans la Meuse un tout petit village qui aujourd'hui est super équipé, c'est un petit peu l'exemple du Grand Est. Ce n'est pas une métropole, mais c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un... Voilà, donc nous, ce qu'on s'est dit dans le Grand Est, c'est qu'on n'allait pas finalement attendre que chaque personne prenne ça de son côté. On veut les accompagner avec la loi Notré notamment. Cette compétence économique qui a été donnée aux EPCI fait qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des compétences qui sont parfois un petit peu en recul et qu'il faut, nous, régions et nous, radicaux, accélérer, accompagner. Du coup, je vais aller très vite, mais voilà, donc on s'est intéressé, donc, en tant que délégué aux usages du numérique, à travailler avec tous les experts et professionnels pour identifier c'est quoi les usages numériques dans les territoires. Donc on a dénombré, vous me faites parler vite, du coup j'arrive plus à parler. On en a dénombré 10 qui ont trait, comme vous le voyez, donc à la santé, à la mobilité, à tout ce qui est espace partagé, médiation, à l'éducation, la formation, au service public, tout ce qui est relations citoyennes, à l'attractivité, au tourisme et au patrimoine. Vous voyez les 10 briques, je ne vais pas les citer tous, de toute façon peut-être vous aurez les diaporamas. Mais en fait, après, à l'intérieur de ça, c'était de se dire, comment les territoires ont avancé? On a fait une étude macro pour essayer d'identifier en fait comment les territoires s'emparent de ces sujets-là. Donc ce qu'on peut dire par exemple, c'est qu'à 25%, les territoires se sont embarqués la brique santé. Ça veut dire la télémédecine, la téléconsultation, ça veut dire plein de choses. Seulement 8% ont commencé à travailler sur la sécurité, la prévention et la gestion des risques. Pour autant, c'est un sujet qui est quand même majeur aussi avec la RGPD. Et par contre, celui qui sort vainqueur, c'est l'attractivité, le tourisme. Généralement, les collectivités ont très vite pris le pas de travailler sur cet usage pour que les administrés puissent avoir l'ensemble de l'offre touristique de leur territoire. Ça, c'est à 53%. Donc ça permet aussi, nous, en tant qu'élus, d'avoir une action ciblée, savoir là où il faut pousser le curseur et comment les accompagner. Ça nous a permis aussi d'identifier des territoires leaders.
J'en ai encore pour 3-4 minutes et puis j'ai fini pour D'accord. pouvoir les rapprocher les territoires qui n'ont pas. Là, vous avez un exemple de diagnostic. Pour chaque territoire qui va s'engager, on va faire un diagnostic qui va lui permettre de savoir en maturité sur comment il se situe sur ses briques et de se rapprocher et des communautés et des offreurs de solutions. Enfin, le dernier volet, c'est le volet effectivement peut-être plus sociétal. C'est de dire que nous, bien sûr, radicaux, avec notre ADN humaniste, libéral, écologiste et bien sûr social, nous souhaitons que le numérique soit plus ange que démon, remède que poison. Et finalement, si on n'y prend pas garde, comme vous l'avez dit, ça peut amener à des fractures sociales fortes chez les personnes âgées, les femmes aussi qui sont en recul sur le numérique, à de l'individualisme, à une addiction aux écrans aussi, ça il faut penser, j'imagine qu'il y en a là-dedans dans la salle qui sont un peu addicts aux écrans, on y est tous un peu je crois. Donc autant de sujets pour lesquels il faut que nous radicaux nous trouvions sur la voie de l'opposition. Voilà. Et dans sa version plus angélique, le numérique, bon, comme vous le savez, c'est un peu parfois tarte à la crème, mais il est bien plus que des solutions qui simplifient la vie ou permettent d'accéder au savoir partout, de pouvoir développer son entreprise de chez soi. C'est aussi une façon différente de voir, de penser. Je vous ai mis un petit peu le nouvel ADN du numérique qui est une réalité augmentée. En fait, on ne fonctionne plus en silo comme dans la deuxième révolution industrielle. On est dans de la 3 dimensions, 4 dimensions. On additionne un petit peu l'ensemble de ces choses pour travailler en open source, en collaboratif à distance, pour peut-être acheter d'où on veut, quand on veut, mais avec des moyens qui sont maîtrisés. On peut effectivement aujourd'hui faire du covoiturage et maîtriser ses moyens. On peut aujourd'hui utiliser la perceuse du voisin et éviter les superflus. Enfin, l'intelligence artificielle permet de micro-cibler l'ensemble de ces choses. Donc voilà, pour conclure, parce que je vois que Jean... Ah, on aura l'occasion. Oui, voilà. Mais c'est important, effectivement, parce que ce dernier volet qui est... attention, le numérique, il peut être un formidable levier pour relever les défis des territoires, mais il peut être aussi quelque chose qui met une fracture forte. Donc attention à la justice d'accès, d'inclusion, et finalement à l'avènement de ces usages plutôt angéliques. Et puis aussi, ce numérique, il domine aujourd'hui aussi nos débats de démocratie locale. Il peut permettre d'insulter un maire en se cachant derrière des pseudonymes. Il peut empoisonner la vie locale. Et comme la langue d'Ésope, il est la meilleure et la pire des choses. Alors justement, peut-être entendre Benoît Tabaka par rapport à ce qu'on nous montrait. L'important, c'est, on en parlait tout à l'heure, là, quand on était avant le débat ensemble, dire, il y a quelque chose de très important aujourd'hui, plus que l'ordinateur, c'est le téléphone. Là, quand on a fait le petit test, c'est qu'il y a toute cette M-administration plutôt que I-administration, tout ce qui va se passer autour du mobile. Et là, comme on l'a vu dans le débat précédent, les choses changent très très vite. Et ce qu'on dit aujourd'hui, eh bien, peut-être qu'à la fin du mandat municipal prochain, on dira des choses qui auront été démenties par l'évolution numérique. Non, mais tout à fait. Merci Jean. Et pour rebondir sur ce que présentait Marie, et notamment sur l'adoption du smartphone, ce qui est vrai, c'est que quand on parle aussi d'aménagement numérique du territoire, on parle beaucoup de fibre. Et donc, quand on pense la fibre, on pense derrière avoir un ordinateur à la maison. Ce qui est assez intéressant quand on commence à regarder les chiffres, notamment en termes d'usage du numérique, c'est que tous ces usages commencent à migrer sur ce petit outil qu'est le smartphone, voire les tablettes. Comment ça se signale ? Déjà, on voit que très régulièrement, les gens sont sur leur smartphone. 7 Français sur 10 consultent Internet directement depuis ce micro-ordinateur, finalement. Deuxième signal aussi, c'est que les gens achètent moins d'ordinateurs et moins de tablettes. Ça, c'est un autre signal qui montre que, finalement, les usages sont plus des usages, finalement, mobiles que des usages qui vont être classiques, on va dire, depuis la maison. Et du coup, ça passe par des applications, alors, tout ça. Et donc, du coup, ça a 2 effets. Le premier effet, c'est, en gros, la connectivité. C'est-à-dire que la connectivité n'est plus un enjeu, finalement, d'avoir la fibre ou pas d'avoir la fibre jusqu'à son domicile. C'est véritablement, est-ce qu'on est capable d'avoir une bonne connectique mobile ? Et donc, demain, c'est avoir la 4G pour tous, c'est avoir... on va espérer aussi le passage à la 5G, mais c'est vrai que par exemple sur cette question de connectivité, aujourd'hui, quand on interroge les gens et qu'on interroge les Français, on se rend compte qu'ils nous disent
ben voilà, moi j'ai aujourd'hui un meilleur accès sur Internet sur mon téléphone mobile que sur mon ordinateur. Et donc c'est vrai que le premier usage, c'est ça, ça va être effectivement de voir comment dans cette stratégie d'aménagement numérique du territoire, on est capable d'avoir une amplification sur le mobile. Deuxième élément, effectivement, ce que tu disais Jean sur l'aspect applicatif est très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs connaissent l'accès à ces contenus au travers d'une application, au travers d'une interface applicative. Ils ne connaissent plus les accès tels que nous, on a pu les connaître il y a, on va dire, quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, où en fait on passait par un site internet, on passait par un navigateur. Et ça, c'est quelque chose d'assez différent. Assez différent parce que déjà, ça va pousser de plus en plus, notamment les services publics, les services locaux, à mettre des enjeux en termes de design, en termes d'interface. C'est-à-dire qu'on n'est plus à créer un outil, on est aussi à créer quelque chose qui va être aisément accessible et compréhensible par les plus jeunes, parce qu'aujourd'hui, toute la génération qui vont être les prochains électeurs, mais toute cette jeune génération, c'est une génération des applications. C'est pas une génération... J'étais justement en train de regarder là, dans mes applications, par exemple dans ma rue aujourd'hui, qui est une application où je vais signaler le trou dans la chaussée ou tel dépôt sauvage d'ordures, je le transmets à ma mairie. Mais en même temps, derrière, j'exige une réponse et je veux un résultat. Hein. C'est aussi ça l'enjeu du numérique. Et ça, on va le voir effectivement dans la relation que va avoir le citoyen par rapport à ses élus. C'est-à-dire aussi bien au travers du modèle applicatif, c'est-à-dire j'ai demandé, j'ai notifié, je veux avoir aussi en retour. Je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir si, par exemple, la poubelle a été enlevée, je veux savoir si le trou a été réparé, et sinon pourquoi. Mais ça, on va le voir, en fait, cette logique de nouvelle relation à l'élu, notamment sur les réseaux sociaux, où de plus en plus d'élus vont être interpellés par les citoyens, par leurs électeurs, par leurs opposants politiques, mais aussi par l'internaute lambda. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire quand des électeurs ou des habitants, tout d'un coup, partent en guerre contre leur maire ou tel candidat? Est-ce qu'il faut répondre? Est-ce qu'on peut faire débattre? Ou est-ce que là aussi, on est dans le déchaînement, dans le passionnel? En fait, il y a une règle sur Internet, c'est ne pas nourrir le troll. Et donc, c'est vrai que dès lors que vous êtes dans un débat passionnel, dès lors que vous êtes dans un débat avec un vif opposant politique et autres, ça ne sert à rien de rentrer dans un débat parce que vous allez juste amplifier la polémique. Le seul élément, aujourd'hui, qui est important dans ce débat-là, c'est d'être le plus factuel possible. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait agresser sur Internet, si quelqu'un voit des gens qui viennent d'un seul coup l'insulter, prononcer des propos relativement violents, la réponse, c'est pas de rentrer dans cette polémique, c'est pas d'avenir, de rajouter de l'huile sur le feu, etc. Juste de l'apaiser, d'attendre peut-être pour répondre, ne pas répondre dans l'instantanéité, attendre un petit peu, quelques heures, pour justement apaiser la situation, être très factuel. Parce que le fait que d'un seul coup ça fait diminuer la pression. Ne pas rentrer dans la polémique parce que justement le ton employé fait baisser la pression. Et bien évidemment, si c'est quelqu'un qui ne fait que ça à longueur de journée, c'est juste en fait l'ignorer, tout simplement. C'est-à-dire même pas lui répondre, c'est juste l'ignorer. Et bien souvent en fait, ce qui est assez, on le voit sur les réseaux sociaux, ce qui est très frustrant, les gens, le simple fait d'être ignorés, ça va d'un seul coup les blesser. Alors que si vous leur répondez, finalement, pour eux, vous ne faites que les alimenter. Voilà. Ne nourrissez pas le troll. Et ça répond à une interpellation qu'on avait ce matin d'un de nos amis radicaux de Creil. Faites attention aussi à ce que vous laissez comme trace, toute cette trace que vous laissez dans vos réactions, qu'on va vous ressortir 5 ans plus tard. On le voit bien, ça aussi. Hein. Internet, c'est pas la discussion de café, même quelquefois, les messages qui peuvent y apparaître, qui ressemblent fortement. Ça peut pas être ça. Pourquoi ? Parce que derrière, c'est comme si tout simplement l'ensemble des propos que vous tenez sur votre fil Twitter, votre page Facebook ou autre, sont imprimés. Ils sont imprimés quelque part. C'est comme si un recueil de l'ensemble de vos contenus était posé sur une étagère qui permettra à n'importe qui à un moment d'aller l'ouvrir, de consulter et finalement de vous réexposer à ces contenus-là. Et donc à partir de là, c'est vrai que ça change la donne. Et ce que disait Marie aussi en termes d'inclusion numérique et compagnie, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la partie applicative, toute la partie passage au numérique fait qu'on a un vrai enjeu aujourd'hui, notamment pour les élus, de rentrer dans cette logique d'inclusion et d'éducation aussi au numérique. C'est-à-dire de pouvoir rentrer, d'aller expliquer aux gens les tenants et les aboutissants
de ces aspects numériques. C'est-à-dire qu'on parlait des réseaux sociaux, leur expliquer effectivement le côté ange et démon. Quand on va aller voir, je ne sais pas moi, des entreprises, leur expliquer que oui, il y a des opportunités à faire sur Internet, etc. Et donc c'est vrai que c'est tout cet aspect-là du numérique qu'on oublie souvent, parce qu'on parle beaucoup d'aménagement numérique et donc du passage de la fibre, de déploiement du réseau, mais à un moment, on oublie complètement cet aspect finalement d'usage, de prendre les gens aussi un peu par la main, parce qu'ils en ont encore besoin. On parlait des personnes âgées, on parlait des femmes, et ça c'est un des aspects assez forts, c'est-à-dire que demain, avoir des compétences numériques, c'est ce qui permettront d'ouvrir aux gens l'accès aux postes de seniorité dans les entreprises. Demain, le chef d'entreprise aura eu une éducation numérique. Si on veut avoir plus de femmes à ces postes à responsabilité, il faut aussi les amener vers cette éducation au numérique, au techno, à comprendre les schémas d'intelligence artificielle. On parle des PME, on parle des TPE, on parle des agriculteurs qui vont utiliser des drones pour identifier des zones où il faut mettre plus d'épandage ou moins. On va parler également n'importe quelle entreprise qui fait de l'export, les familles. Les jeunes, ça c'est bizarre, mais un jeune aussi, il ne connaît que l'application, il ne sait pas comment ça se passe derrière. En fait, il n'a une relation numérique qu'au travers de cette application-là. Donc souvent on dit, le jeune de 16 ans, 18 ans, c'est bon, il connaît le numérique. Non, en fait, il ne connaît pas le numérique, il connaît l'usage d'une application, il ne sait pas ce que ça veut dire derrière. Et là aussi, on voit tout ce qui peut être fait dans le temps périscolaire, ce qui peut être fait à l'initiative des communes en général pour faire cette éducation au numérique et cet apprentissage aussi du discernement. Alors, le Parti radical a aussi des outils numériques, dont un qui s'appelle l'Atelier, dont on a vu tout à l'heure quelques propositions. Et on va appeler Monique, on va appeler Frédéric Flayol qui va nous parler aussi des propositions qui sont faites dans le cadre du comité programmatique Nouvelles Technologies et Numériques, notamment la création d'une maison de services publics numériques. Alors, avec un exercice, tu as compris, qui doit être très concis, parce qu'on court après le temps cet après-midi. Oui, j'ai vu, d'habitude, l'heure de 4 heures est la meilleure heure, puisque c'est après la sieste et après la digestion. Là, avec la chaleur, effectivement, ce n'est pas forcément le meilleur moment. J'ai été responsable de l'atelier et j'avais en charge justement le numérique. Alors, l'approche que j'ai voulu avoir, c'était vraiment une approche concrète en fait. On a coutume de dire que quand on met deux radicaux à discuter de propositions, on se retrouve avec 3 propositions différentes et 3 personnes qui ne sont pas d'accord. Donc là, dans ce cadre-là, j'ai voulu qu'on ait des propositions qui soient des propositions simples, faciles à comprendre pour les gens et que tout le monde puisse se les approprier et adhérer. Donc moi, je viens des Alpes-Maritimes. Donc les Alpes-Maritimes, on pense à des plages de sable, enfin de galets plutôt sur Nice. Mais derrière, ce qu'on connaît un peu moins, c'est qu'on est dans un territoire qui est particulièrement contraint en fait. C'est-à-dire qu'en 10-15 minutes, vous vous retrouvez en montagne, etc. On se retrouve avec des petits villages qui, effectivement, l'été sont très sympas, puisqu'il y a plein de touristes, il y a plein de personnes qui viennent regarder. Mais l'hiver, il n'y a quasiment personne. 1, parce qu'il fait froid. 2, parce que les routes sont peu praticables et difficiles. Donc en fait, le numérique, qui est quelque chose que tout le monde arrive à s'approprier, c'est quelque chose qui peut aider justement des territoires qui sont contraints et sur lesquels, en fait, il y a de la désertification. On est d'accord pour dire que les zones périurbaines et urbaines ont vocation à augmenter. Et derrière les petits villages, souvent, ce sont des personnes âgées ou des personnes en difficulté qui se retrouvent à habiter dans ces domaines-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des densités de population qui commencent à être un peu faibles. Alors, l'atelier a fait des propositions ? Tout à fait. Alors, on y va. Parmi les propositions, moi j'ai pris mon exemple, en fait. J'ai voulu refaire ma carte d'identité. Et franchement, je suis un cas simple. Ça a été une galère. Ça a été une galère pas possible. Donc on se retrouve qu'en fait, on dit, ouais, on va tout numériser. Et on va faire des sites web, comme ça tout le monde pourra faire des demandes, mais on se rend compte que dès que soit vous dépassez, soit vous voulez faire quelque chose d'un peu plus différent, c'est vite compliqué. Donc la proposition qu'on a voulu faire, c'est se dire, les services publics au sens général, ça regroupe quoi ? Ça regroupe tout ce qui est état civil, ce qui est poste, tout ce qui est médecine. Donc derrière, ce qui se passe, c'est que sur les petits villages, on n'a pas besoin d'avoir une poste qui est ouverte tout le temps. Il n'y avait pas 7 jours sur 7. Le docteur qui est là, il n'a pas forcément beaucoup de personnes, mais il a beaucoup de distance à faire. Donc en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas l'équivalent d'une maison de service public dans lequel on pourrait mutualiser en fait tous les besoins.
Donc des besoins de poste, des besoins de télémédecine, des besoins d'état civil. Et derrière, dans ces maisons de services, on aurait des gens formés qui aideraient... Alors, il se trouve que ça tombe bien parce que c'est le projet Les Maisons France Service, mais aussi de ce qu'on a pu voir avec des expériences de télémédecine. Mais effectivement, on se rend compte que c'est vraiment indispensable et que c'est quelque chose justement qu'il faut généraliser. Et peut-être le plus compliqué, c'est de changer dans les têtes. On l'a vu sur la télémédecine, comme si c'était... Moi, je me rappelle d'un jeune ministre délégué à la santé qui s'appelait Bernard Kouchner devant une assemblée de maires et qui venait de leur dire « mais la télémédecine, c'est une solution ». Et il leur dit « mesdames, messieurs les maires, je reviens de Laponie et vous avez… » Et ils se sentaient insultés. Aujourd'hui, la télémédecine, ce n'est pas une sous-médecine, c'est autre chose. Et peut-être que là aussi, il y a toute une pédagogie à faire. Tout à fait. Donc en fait, on se retrouve avec des personnes âgées qui sont peut-être un peu malades ou de santé. Alors moi, dès que j'ai la fièvre le matin, je suis persuadé que je vais mourir. Donc là, je pense que tous les hommes me comprennent. Ce qui se passe, c'est quand on est un peu isolé, etc., c'est vrai que l'accès à la médecine, c'est quelque chose d'indispensable. Donc derrière, avoir la possibilité de voir un médecin qui puisse vous donner soit des informations, vous dire, voilà, vous prendre le pouls, etc., c'est quelque chose qui est peut-être très important, justement, pour les personnes. Donc derrière, en fait, en mutualisant tous ces services, et en ayant ces maisons de services, on peut les appeler comme on veut, hein, mais on se retrouve avec une mutualisation, éventuellement une meilleure efficacité. Parce que comme disait monsieur, c'est bien beau, on va fibrer tout, on va mettre du 4G, tout ça, mais s'il n'y a aucun service, c'est pas la peine. Donc prenons le problème à l'inverse, proposons des solutions, et derrière, tout se passera bien, et on sera pertinent dans ce qu'on veut faire. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Monique, tu avais une question à Benoît, je crois. Parce que nous sommes là réunis avec de très nombreux élus et c'est vrai que pour la prochaine élection municipale, ils vont avoir à traiter ces problèmes de numérique. Alors Benoît, moi j'aimerais savoir quel est votre avis sur les investissements à faire dans des communes, qu'elles soient d'ailleurs rurales ou urbaines, parce que à la suite de tout ce que nous avons entendu là, on est beaucoup plus axé aujourd'hui sur les usages que sur la tuyauterie à mettre en place. J'aurais voulu votre sentiment là-dessus. Quels investissements faut-il vraiment de la fibre optique, pour être très clair, partout? Et est-ce que la fibre est la panacée, en clair? Est-ce qu'elle est la panacée, voilà. J'allais dire que d'un point de vue, il faut être franc, d'un point de vue un peu électoral, la fibre optique, c'est attirant. Parce que ça parle, ça vient chez moi, j'ai un opérateur qui vient, qui me branche une prise et je le vois physiquement. Comme je disais, aujourd'hui, on voit les usages qui se déportent clairement disons des usages domicile classiques, où je suis connecté à la maison Wi-Fi, versus je suis connecté à la maison, mais plus sur le réseau 4G. Il faut savoir qu'un réseau 4G, de toute façon, a besoin de fibre. Donc, c'est-à-dire que pour amener de la 4G, il faut amener une fibre au pied du poteau. Donc, dans tous les cas, la fibre optique est nécessaire. La question est de savoir est-ce qu'il faut aller dans une logique d'amener du fibre optique dans tous les domiciles. Ça, c'est une question qu'il faut après se poser au cas par cas, la densité urbaine, le besoin et autres. Mais il faut garder en tête qu'aujourd'hui, les réseaux mobiles sont capables de prendre en charge d'un point de vue technique, en termes de capacité, c'est cette consultation, notamment dans des régions qui seraient beaucoup plus isolées. Mon côté, moi, je suis, même si j'habite à Paris, ma famille est au fin fond de l'Ariège. Effectivement, la fibre optique, elle n'y sera pas. Mais ça m'a permis. Mais la qualité de connexion. Mais la qualité de connexion au travers la 4G, elle, pour le coup, y était et a permis de travailler. Donc je pense que ça, c'est le premier élément. Donc il y aura de toute façon un besoin, un moment d'avoir de la fibre qui vient. Ce qui est intéressant d'avoir la fibre, ça permet quoi? Si vous arrivez par exemple à mettre en fait une fibre optique au cœur du village, ça permet derrière de connecter l'école, ça permet de connecter la mairie, ça permet éventuellement aussi de créer un tiers-lieu. Les gens, souvent quand on parle notamment de tous ces villages isolés, on se dit ça permet le numérique de développer le télétravail. Et ce qui est vrai, vous avez de plus en plus de cadres qui veulent partir de Paris, fuir Paris, réinvestir les régions. À un moment, faire du télétravail à longueur de journée, c'est une grosse déprime. Vous êtes chez vous, vous regardez votre aquarium, vos chats, et vous passez votre temps, finalement, sans avoir les ragots de la machine à café, sans vous socialiser aussi avec votre entreprise. Et donc, c'est là où, à un moment, il y a besoin de recréer en fait, un lien social
à distance. Et ce qu'on voit se développer de plus en plus, et ça c'est aussi intéressant, c'est de créer effectivement des tiers-lieux, soutenir ces tiers-lieux où finalement les différents télétravailleurs puissent se réunir, se retrouver autour de la machine à café, papoter et échanger leurs idées. Et le dernier élément sur lequel en fait ça serait intéressant, enfin 2 derniers éléments sur lesquels ça serait intéressant d'investir. Le premier, c'est mobiliser les acteurs économiques, c'est-à-dire que encore peu de PME, de TPE locales en fait utilisent le numérique. C'est en fait quelque chose qui est assez étonnant en France. On a ce paradoxe français. Vous allez avoir énormément de particuliers. Tout le monde utilise Internet chez soi, au travail, quelquefois pour l'usage personnel, mais en tant qu'entreprise, on en a moins. Vous allez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience cet été, vous sortez votre téléphone, vous cherchez une boulangerie ouverte. Avoir l'information en temps réel, ça devient une galère, et donc vous passez de boulangerie en boulangerie. Et là, peut-être justement que les villes ou leurs intercos ont quelque chose aussi, une réponse à organiser avec les acteurs économiques. Il y a un travail à faire. On l'a vu aussi sur des territoires. Alors justement, hein, l'objectif commun, c'est de transformer ces territoires isolés et pour certains insuffisamment développés, des territoires pionniers. On voit par exemple tout l'intérêt. Il y avait ce rapport de Terra Nova qui montrait que Airbnb pouvait, sur des territoires ruraux très enclavés, très isolés, permettre à des résidents qui ont des chambres d'hôtes de faire connaître leur offre sur des territoires en plus où il n'y a pas d'hôtel, donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'ubérisation comme on le dit de l'économie. Au contraire, il y a des choses très intéressantes avec en plus des conséquences qui vont irriguer l'économie locale. Et peut-être aussi alors dans les... Non, là vous êtes d'accord, donc peut-être oui. Un, deux, ouais, ça. Je voulais juste rebondir sur l'atelier, le remercier pour ce travaux et Benoît en a parlé effectivement. Le numérique, c'est effectivement beaucoup de virtuel, mais ce qui est important et ce sur quoi on s'attache aussi dans le Grand Est, c'est de développer. Donc, ce qui a été évoqué, c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux numériques. Ça a été quelque chose qui a été en essor dans les villes avec la démarche French Tech, hein, qui a permis à tous les territoires de s'organiser, de concentrer en fait l'ensemble des acteurs numériques dans un lieu. Parce que, comme il l'a évoqué aussi, en fait, ce qui est important, c'est de permettre de faire l'expérience numérique. Parce que le numérique, ça fait peur, donc surtout les personnes âgées ou les... Voilà, comme on dit, parfois on croit que c'est de la technique, etc. Moi, c'est vrai que je prends l'exemple de ma tata Monique, qui n'avait plus de train pour aller dans le sud de la France dans ce direct, à qui on lui a montré l'application Blablacar et qui aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait une fois, ne cesse de se déplacer en Blablacar, parce que non seulement ça coûte moins cher, elle y va direct, et en plus, elle discute. C'est quelque chose qui est référencé, recommandé, parce que ça, c'est important dans le numérique, c'est la confiance. Et ces lieux, en fait, peuvent agréger effectivement de la télémédecine, de l'inclusion, des ateliers, du codage pour les jeunes, etc., etc. Et permettre surtout de faire l'expérience du numérique, parce là, on est au top. On est au top de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Enfin, il y a tous les trend topics qui sont traités. Pour autant, aujourd'hui, il faut revenir en arrière sur comment on accompagne. Ça veut dire quoi? Que tu prends une application. Alors moi, ce que j'adore aussi, c'est chez les jeunes, c'est les tutos. On est en mode youtubeur et c'est ça. Tu prends ton application, tu l'ouvres, tu la télécharges, etc. Voilà, toute cette dimension sociale, de lien social. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi. Et ça rejoint aussi notre précédente séquence. Et j'en profite pour saluer Christelle Dubos, qui vient de nous rejoindre, Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. On voit...